Déjà présenté et remercié à juste titre. Je voudrais commencer par une première réflexion sur les relations centre-périphérie au niveau de l'Union européenne, et puis pour illustrer le propos concernant le système de la dette, je vais prendre le cas de la Grèce. Et je suis persuadé que tout au long de ce que je vais dire sur la Grèce, malgré les différences importantes qui existent entre la Slovénie et ce qui s'est passé en Grèce, vous allez pouvoir vous-même faire des parallèles et transférer dans votre réalité ce que je vais dire à propos de la Grèce. Mais le premier point, c'est donc de dire qu'on a, de manière tout à fait claire, institué au sein de l'Union européenne et également évidemment au sein de la zone euro des relations centre-périphérie qui impliquent une domination des économies les plus importantes sur les économies dites périphériques. Alors qu'au départ, et dans la tête d'une partie de la population, notamment en Slovénie, il y a une appréciation favorable du phénomène d'intégration européen en termes de création d'un cadre démocratique, pacifique, qui devrait permettre de réduire les asymétries, les déséquilibres économiques entre pays les plus avancés ou les plus forts économiquement et les pays périphériques, alors qu'il y a encore donc dans une partie de l'opinion publique cette vision-là, il est très clair que la réalité est tout autre. Nous avons un cadre européen qui est un cadre autoritaire. L'aspect démocratique est de plus en plus marginalisé. Les conquêtes démocratiques en termes de fonction du pouvoir législatif dans certains pays a été réduit à la plus simple expression. Et les différences centre-périphérie sont en train de s'exacerber, d'augmenter d'une manière importante. Cela dans le cadre, comme on l'a dit, notamment comme nos amis des organisations syndicales l'ont dit, dans le cadre d'une offensive générale, je dirais, dans le cadre de la plus grande offensive contre les droits économiques et sociaux, contre les droits des travailleurs, à l'échelle européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une offensive à l'échelle de toute l'Europe contre les droits sociaux. Et ces contradictions ou ces différences radicales centre-périphérie sont complétées par, à l'intérieur de chaque pays et notamment des économies dominantes, par l'augmentation très importante des inégalités et notamment par la création d'un secteur de la classe travailleuse de plus en plus précarisé. Vous savez sûrement comme moi que selon les chiffres officiels, en Allemagne aujourd'hui, il y a près de 7 millions d'emplois considérés comme des emplois normaux, inférieurs à 450 € par mois. 7 millions de travailleurs en Allemagne vivant avec un salaire inférieur à 450 € par mois. C'était inimaginable en Allemagne il y a 25 ans ou il y a 20 ans. Donc l'offensive, c'est une offensive qui a lieu dans des rapports déséquilibrés à l'intérieur de l'Union européenne, entre pays du centre et pays de la périphérie, mais à l'intérieur même
des pays les plus forts, l'offensive est extrêmement forte. Et c'est notamment les lois Schröder-Hartz à partir de 2003-2005 qui, en Allemagne, ont permis de faire sauter une série de conquêtes sociales des travailleurs allemands. Le cadre européen fonctionne donc très bien pour les intérêts des différentes classes dominantes, y compris des classes dominantes périphériques, parce qu'elles ont abandonné, si elles ont eu un jour un projet national, elles l'ont depuis longtemps abandonné, elles sont transnationalisées, et l'objectif principal aujourd'hui mis en pratique, c'est par cette offensive contre les droits économiques et sociaux et contre les droits démocratiques, mettre en concurrence les travailleurs européens avec les travailleurs chinois, avec les travailleurs des États-Unis, avec les travailleurs d'autres économies, en rendant, comme ils le disent d'ailleurs eux-mêmes dans leurs documents officiels, l'Europe et les produits européens plus compétitifs sur le marché mondial. Ce qui peut apparaître comme une politique absurde si on considère que les dirigeants européens cherchent à relancer l'économie européenne et réaliser une intégration réduisant les asymétries, si on peut considérer donc que de ce point de vue de l'objectif officiel de l'Union européenne, les politiques qui sont menées sont absurdes, si on voit l'agenda caché des dirigeants européens, on comprend que les politiques actuelles sont parfaitement rationnelles par rapport aux objectifs. Il n'est pas question pour le moment de relancer l'économie des différents pays européens. Même pas fondamentalement de relancer la croissance allemande aux dépens des autres. L'objectif principal est de mener à bien cette offensive contre les droits économiques et sociaux. Et pour pouvoir avoir une compétitivité sur le marché mondial, il faut que les grandes entreprises européennes puissent surexploiter des travailleurs à la fois dans les pays dominants et évidemment dans les pays périphériques. Avoir des travailleurs allemands, 7 millions, qui gagnent 450 € et qui sont considérés comme ayant un emploi convenable, qu'ils appellent mini-job, et avoir en même temps des travailleurs bulgares dont le salaire minimum légal s'élève à 180 €, des salariés roumains dont le salaire s'élève à peu près au même montant, des salariés grecs dont le salaire minimum légal tourne autour de 450, mais une très grande partie maintenant des salariés grecs, en tout cas de ceux qui, ayant perdu leur emploi, en ont retrouvé, sont avec des salaires de 250, 300 € par mois. Avoir un cadre économique de ce type-là est effectivement un avantage très important pour les entreprises européennes dans leur bataille pour garder ou pour gagner des parts de marché au niveau mondial. En même temps, dans la mesure où le commerce intra-européen est important, il est clair que les économies dominantes, comme l'économie allemande, a besoin du cadre de l'euro. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais dit de manière très simple, l'euro allemand est sous-évalué et l'euro grec, l'euro portugais, l'euro espagnol ou irlandais est surévalué.
Ça renvoie à la manière dont les parités entre les différentes monnaies qui sont entrées dans la création de l'euro ont été calculées. Et cela entraîne le fait que l'Allemagne vend ses produits sur le marché de la zone euro en étant plus compétitif, non seulement pour des raisons technologiques qui sont réelles, mais parce que leur euro est sous-évalué par rapport aux euros des Espagnols, des Grecs, des Portugais et d'autres économies périphériques. Bien, ça c'est sur les relations centre-périphérie. Et on est dans une situation particulièrement compliquée parce que les luttes de résistance et les luttes politiques continuent à se dérouler dans un cadre strictement national. Les quelques victoires et les nombreux reculs se sont joués dans un cadre national, généralement, laissant finalement l'état-major européen capable de garder le contrôle sur l'ensemble, mais laissant aussi au gouvernement de chaque pays la possibilité de dire que quand les choses vont mal, on peut renvoyer la responsabilité sur la Commission européenne et donc réussir à réduire en tant que dirigeants politiques nationaux locaux ses propres responsabilités. Alors, pour mener à bien cette offensive, l'argument de la dette publique ayant atteint un niveau trop élevé est un argument central dans toute la campagne qui est menée. Et ça, tous les syndicalistes ici, ou les jeunes ici présents à la salle, savent qu'on a affaire à une campagne permanente qui tend à montrer la progression de la dette publique comme étant due à des dépenses sociales, à des dépenses publiques trop élevées. Alors qu'en réalité, et c'est toute l'importance de réaliser des audits citoyens de la dette, et quand on a l'appui d'un Parlement comme on l'a eu, comme on l'a en Grèce, pouvoir se baser y compris sur un appui institutionnel, tout l'intérêt de l'audit de la dette, c'est de réaliser une opération de démystification. C'est une opération pour mettre bas les masques. C'est une démarche qui vise à détruire l'impact négatif des campagnes mensongères menées par les médias dominants, les gouvernements et les banques auprès de l'opinion publique. Je distingue 4 types de dettes publiques qui peuvent être remises en cause, dont le paiement peut être remis en cause. Je parle, mais je le fais de manière personnelle, mais aussi dans un cadre collectif, et donc le rapport préliminaire que nous avons adopté, si vous pouvez me passer un exemplaire. Ceci, c'est le rapport préliminaire de la Commission pour la vérité sur la dette grecque, que nous avons écrit à 30 personnes, un collectif de 30 personnes, entre la fin du mois de mars 2015 et les 17 et 18 juin 2015. Dans ce document, nous adoptons des définitions portant sur qu'est-ce que la dette illégitime, qu'est-ce que la dette illégale, qu'est-ce que la dette odieuse, qu'est-ce que la dette insoutenable. Et résumé de manière très brève, je dirais les choses suivantes. Une dette illégitime est une dette contractée contre l'intérêt général, en faveur
de la satisfaction de l'intérêt particulier d'une minorité privilégiée. Ça, c'est une dette illégitime. Elle peut être légale, elle n'en est pas moins illégitime. Une dette illégale est une dette qui a été accumulée sans respecter l'ordre légal en vigueur dans le pays et dans le cadre international dans lequel cette dette a été accumulée. Une dette odieuse, c'est une dette dont l'accumulation ou la contractation est liée explicitement à des conditionnalités qui impliquent des violations avérées de droits humains fondamentaux, droits économiques, sociaux, culturels, civils, politiques, protégés par des pactes internationaux, par des conventions internationales, pacte international sur les droits économiques et sociaux, les conventions de l'Organisation internationale du travail, toute une série de conventions qui ont été adoptées et ratifiées par la majorité des États membres des Nations Unies au cours des 40 dernières années, et qui donnent un corpus en termes de traités internationaux et d'obligations internationales très claires. Donc, je répète, une dette odieuse, c'est une dette qui est contractée à la condition de violer une série de droits. Et une dette insoutenable, c'est une dette dont le remboursement empêche les États qui sont en train de la rembourser de garantir à leurs citoyens l'exercice de droits humains fondamentaux prévus par les mêmes traités. De ce point de vue, si on peut prouver qu'une dette est illégale, elle est nulle. Un contrat illégal est nul. Si on peut prouver qu'une dette est insoutenable, un pays peut arrêter le remboursement de cette dette sur la base d'arguments de droit international et de jurisprudence internationale, notamment en rapport avec ce qu'on appelle l'état de nécessité. Une dette odieuse est aussi une dette considérée comme nulle. Une dette illégitime va dépendre de la capacité de ceux qui sont persuadés qu'elle est illégitime de convaincre une majorité sociale pour qu'elle agisse pour le non-paiement de cette dette illégitime. Et donc, pour chacune de ces dettes, l'audit est un élément clé et la participation citoyenne est un élément clé. Alors maintenant, je prends le cas de la Grèce. Dans le rapport que vous pouvez consulter dans son intégralité en anglais ou en français, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de mon organisation, le cadtm.org. Mais comme l'a dit Maya, des extraits se trouvent dans le livre publié par la maison d'édition CF. Nous montrons que la dette que la Grèce a accumulée jusqu'au mémorandum de 2010, l'augmentation de cette dette, on peut l'expliquer par des taux d'intérêt plus élevés pratiqués par les créanciers internationaux à l'égard de la Grèce dans les années 90 et dans les années 2000 jusqu'à 2010, les cadeaux fiscaux faits aux riches, et ça c'est parfaitement commun entre la Slovénie et la Grèce, et entre mon pays, la Belgique, ou la France et la Grèce, les nombreux cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises étrangères ou nationales et aux 1% le plus riche, qui ont réduit les recettes fiscales et ont obligé chaque État à financer son budget en augmentant le recours à l'endettement public. Troisième facteur d'augmentation de la dette grecque, l'évasion fiscale, permise notamment par la libération totale des mouvements de capitaux. Et je viens d'apprendre que la Slovénie aujourd'hui
et on va peut-être donner des chiffres précis tout à l'heure, connaît une fuite importante des capitaux. Dans le cas de la Grèce, c'était une fuite absolument massive. S'ajoute comme facteur relativement spécifique pour la Grèce des dépenses militaires anormalement élevées. La Grèce, pendant 25 ans, en termes de relation entre les dépenses militaires et le produit intérieur brut, venait en 3e position dans le hit parade mondial des dépenses militaires. Première position Israël, 2e position États-Unis, 3e position Grèce. Les principaux fournisseurs d'armes à la Grèce, c'est l'Allemagne, la France et les États-Unis. Et la participation de la Grèce à l'OTAN et son rôle par rapport à la Turquie elle-même membre de l'OTAN, mais avec pression des grandes puissances pour que ces deux pays se surarment et achètent donc aux fournisseurs de ces pays des quantités énormes d'armement, ont joué un rôle clé. D'ailleurs, lorsque le premier mémorandum a été imposé à la Grèce en mai 2010, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont demandé que le poste dépenses militaires ne soit pas réduit dans un premier temps. Parce qu'il fallait que la Grèce paye les commandes passées à l'industrie militaire allemande et française. Dans des conditions, d'ailleurs, très généralement, d'illégalité de contrat, de corruption massive. L'entreprise allemande Rheinmetall est une entreprise de corruption à large échelle. Il faut y ajouter dans d'autres contrats l'entreprise Siemens, que vous connaissez certainement très bien, spécialisée dans la corruption. Mais les Français de Thales et d'autres entreprises à un moment ne sont pas en reste, et non plus la firme nord-américaine Lockheed Martin. Par exemple, cette firme américaine, ça c'est une petite anecdote, elle avait convaincu un gouvernement grec des années 2000 avant 2010 d'acheter 26 chasseurs bombardiers YF-16 qui ont été livrés sans moteur. On vous raconterait ça dans une blague, vous direz oui, c'est une blague. Mais non, les chasseurs bombardiers ont été livrés sans moteur à la fin d'une législature, et donc au début de la législature suivante, le gouvernement qui était dans l'opposition avant a dû acheter les moteurs pour les mettre sur les avions qui avaient été commandés par le précédent gouvernement. Mais je pourrais vous donner toute une série d'exemples sur les achats d'armement, les sous-marins fournis par l'Allemagne qui penchent à gauche. Effectivement, ils penchent à gauche, ils ne sont pas équilibrés et ils ne fonctionnent pas normalement, mais la Grèce les paye. Et toute une série d'anecdotes que je pourrais vous raconter. Mais l'augmentation principale de la dette ne se situe pas dans le cas grec du côté de la dette publique, dont on nous parle tout le temps, mais du côté de la dette privée. Jusqu'à 2010, on a eu la formation d'une bulle spéculative de crédit privé. Dans un contexte bien connu par les pays de la périphérie, à savoir un afflux de capitaux, notamment allemands, et dans le cas de la Grèce, français, disponibles à cause de la politique de surliquidité générée par les décisions de la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale des États-Unis pour répondre à la crise bancaire de 2007-2008, des surliquidités qui se sont dirigées massivement vers des pays périphériques, dont la Grèce, mais aussi, c'est bien connu, vers l'Espagne, avec ce qui a donné lieu à l'éclatement de la bulle du secteur immobilier espagnol à partir de 2010. Donc la croissance de la dette a surtout été en Grèce une croissance de la dette privée. Et
quand la Grèce était touchée en 2009 par les effets de la crise internationale et que cette bulle du crédit privé était au bord de l'éclatement parce que les entreprises grecques et les ménages grecs qui s'étaient endettés commençaient à rencontrer des difficultés de remboursement et donc les mauvais crédits, les impayés de crédits privés commençaient à s'accumuler. On était au bord de la faillite de banques grecques et d'une déstabilisation des grandes banques françaises et allemandes qui étaient les principales créancières du secteur privé grec. Les banques françaises et allemandes ensemble, et il s'agit de 7 à 8 grandes banques, détenaient 50% de la dette publique et privée grecque. 7 à 8 établissements bancaires privés français et allemands détenaient 50% de la dette publique et privée grecque. Pour sauver les banquiers grecs, les banquiers français, les banquiers allemands, on a eu une opération de dramatisation de la dette publique grecque. Il ne s'agissait pas de reconnaître qu'il y avait un danger d'effondrement du secteur bancaire privé grec, il fallait faire porter la responsabilité sur les finances publiques. Et pour réussir à faire cela, il y a eu des discours, mais il y a eu aussi la falsification des statistiques de la Grèce. Il faut savoir que des élections ont eu lieu en octobre 2009 en Grèce. À la veille des élections, le Premier ministre Nouvelle Démocratie, donc le parti traditionnel de la droite grecque, annonce un déficit fiscal de 6,5%. Papandréou du PASOK gagne les élections haut la main le 4 octobre. Et dans les semaines qui suivent, annonce qu'en réalité le déficit public est de 12,5%. Et ça en était en novembre 2009. En mars 2010, il affirme que le déficit public est de 14,5%. Il s'agissait d'une énorme opération de dramatisation avec falsification des comptes, de manière à justifier le programme du premier mémorandum de mai 2010, qui devait être présenté comme un programme de sauvetage de la Grèce, alors qu'il s'agissait d'un programme de sauvetage des banques privées grecques, des banques privées françaises, allemandes et de leurs contreparties, notamment aux États-Unis. Parce que l'imbrication entre les banques françaises et allemandes et les grandes banques américaines était très élevée. C'est-à-dire que si BNP Paribas ou Société Générale ou Crédit Agricole de France ou Commerzbank entraient en crise, leur contrepartie aux États-Unis entrait elle-même en crise. C'est d'ailleurs pour ça que Obama a été actif dans la mise au point avec Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, Papandréou, et avec le président de la Banque Centrale Européenne de l'époque, le français Jean-Claude Trichet, et le directeur général du FMI de l'époque, le français Dominique Strauss-Kahn. C'est eux qui ont mis en place le mémorandum, qui était un mémorandum fondamental, donc de sauvetage des banques. L'audit que nous avons mené, au cours de l'audit que nous avons mené en Grèce, nous avons organisé des hearings pour interroger le négociateur grec au Fonds monétaire international, pour interroger un des conseillers principaux de Barroso, le président de la Commission européenne de l'époque, et nous avons pu prouver ce que je viens de dire, étayé par des déclarations, par des chiffres, par des données tout à fait précises. Nous avons pu aussi démontrer que le Fonds monétaire international, pour pouvoir participer au mémorandum de mai 2010,
a violé ses propres statuts. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles statutairement le FMI prête de l'argent à un pays n'ont pas été respectées, et ce, de manière délibérée au su de tous les membres de la direction du FMI. Le FMI ne peut prêter à un pays que si, en prêtant à ce pays, le remboursement de la dette, dans un délai raisonnable, devient soutenable. Or, le FMI, quand il a prêté à la Grèce, dans des documents internes auxquels nous avons eu accès, disait lui-même, en 2010, que la dette grecque allait passer de 115% du produit intérieur brut à 150% du produit intérieur brut en 2013. Et donc la dette grecque allait devenir insoutenable, notamment suite aux nouveaux crédits octroyés par le Fonds monétaire international pour 30 milliards, 14 États, 13 États de la zone euro pour 53 milliards, et le reste via le Fonds européen de stabilité financière, pour un montant total d'environ 220 milliards de crédits à la Grèce qui se sont ajoutés à la dette grecque. Le mémorandum a été appliqué, ces prêts ont été conditionnés, comme vous le savez tous, à des mesures brutales, parfaitement définies. Les prêts sont octroyés à la condition de modifier telle loi du travail, tel système de retraite, afin de privatiser telle entreprise, afin d'augmenter la TVA d'autant de pourcents, afin de fermer des hôpitaux, afin de fermer des écoles. Donc des conditions très clairement définies par les créanciers. Quand on peut prouver un lien entre le prêt octroyé et les conditions imposées, on rentre, comme je le disais tout à l'heure, dans la catégorie de dette odieuse, et pas simplement de dette illégitime. On a des dettes illégitimes si on contracte des dettes publiques pour satisfaire les désirs des banquiers privés, minorités privilégiées, qui socialisent leurs pertes. On a une dette illégitime. Elle peut être illégale selon la forme dans laquelle elle a été émise. Elle n'est pas nécessairement odieuse. Dans le cas grec, elle était illégitime, illégale et clairement odieuse suite aux conditionnalités imposées, des conditionnalités qui étaient imposées alors que selon les documents des propres créanciers qui octroyaient les prêts, ils savaient parfaitement l'impact social dramatique que ça allait créer, et ils savaient aussi, comme je viens de le dire, que la dette atteindrait un niveau insoutenable, notamment parce que les politiques dictées allaient aboutir à une récession profonde de la Grèce. Vous savez certainement comme moi que le produit intérieur brut de la Grèce a baissé de 25% entre 2010 et 2015. Et la dette est passée effectivement de 115% du produit intérieur brut à aujourd'hui environ 180% du produit intérieur brut. Il y a une restructuration de la dette en 2012. En 2010, les banquiers qui devaient être sauvés ont obtenu que les créanciers prêtent à la Grèce sans qu'on réduise la dette grecque. Si on avait réduit la dette grecque en 2010, comme la Grèce devait sa dette aux banques, les banquiers en 2010, ces banquiers français et allemands, auraient dû accepter, dans le cadre d'une restructuration de la dette, des pertes. De manière délibérée, le mémorandum de 2010 a été déconnecté
et a exclu une réduction de la dette, de manière à donner le temps aux banquiers français et aux banquiers allemands de revendre leur titre de la dette grecque, de se désengager de la Grèce, de revendre les banques grecques qu'ils avaient achetées quelques années auparavant dans le cadre des privatisations, donc de se sortir d'affaires, permettant ensuite une restructuration de la dette grecque, qui est intervenue 2 ans plus tard, en mars 2012. Entre-temps, comme je viens de le dire, les banquiers français et allemands avaient revendu leurs titres, et qui, notamment, les avait achetés? Les banques chypriotes, qui, croyant en faire une bonne affaire en rachetant des dettes à du 40-50%, ont en fait une très mauvaise affaire et l'ont payé très durement en 2013, quand ils ont eu les effets de la restructuration de 2012. Mais il y a un autre secteur qui a fait les frais de la restructuration de la dette de 2012. Ce sont les fonds de pension privés et publics. L'État a utilisé les liquidités du système de sécurité sociale pour acheter des titres de la dette grecque dans les 2 mois qui ont précédé la restructuration de la dette grecque de mars 2012. Donc alors que les banquiers privés étrangers et les banquiers grecs privés revendaient les titres grecs, l'État grec achetait lui-même via le système de sécurité sociale les titres grecs dont se débarrassaient les banquiers privés. Or, ces titres grecs en mars 2012 ont été soumis à une réduction de 53% de la valeur. Quand on vous explique aujourd'hui, quand vous entendez les dirigeants européens dire, et des dirigeants estoniens ou des républiques qui font la leçon, des pays qui font la leçon à la Grèce et qui disent « mais votre système de sécurité sociale est insoutenable parce que vous faites des cadeaux aux retraités grecs », ce qu'on ne dit pas à l'opinion publique, c'est que les fonds de pension et le système de sécurité sociale grec a perdu 53% de la valeur des actifs du jour au lendemain par l'opération de restructuration de la dette grecque. Des travailleurs grecs de la ligne aérienne Olympic Airways qui avaient été fermés pour être revendus par morceaux et qui avaient reçu des titres de la dette grecque comme indemnité de licenciement ont aussi vu leur petit capital d'indemnité de licenciement réduite de 53%. Donc vous voyez ceux qui ont pu se retirer de l'affaire grecque et ceux qui ont été pris dans le piège de la dette grecque et ont subi la décote. Bon, c'est dans ce contexte, je passe pour arriver à cette année, que Syriza, avec un programme anti-austérité, gagne les élections du 25 janvier 2015. Et dans la démarche de Syriza, il y avait depuis 2012 la promesse ou l'engagement de réaliser un audit de la dette et de suspendre le paiement de la dette pendant cet audit. C'était dans le programme électoral de 2012 qui avait généré un grand succès électoral pour Syriza, puisque Syriza était passé de 4% aux élections de 2009 à 27% aux élections de 2012, avant d'obtenir la grande victoire du 25 janvier 2015, où Syriza a atteint 36 ou 37%. Syriza avait un programme anti-austérité et voulait une renégociation de la dette grecque et disait appuyer un audit. Syriza est entré dans la négociation tout de suite avec les créanciers européens qui ont dit, et avec le FMI, qui ont dit il n'est pas question d'ouvrir une négociation sur la dette grecque. Il n'y aura pas, à court ou moyen terme, de réduction de la dette grecque. Tout ce qu'on peut négocier,
c'est une prolongation de quelques mois du programme actuel et la mise en œuvre par vous de mesures nous montrant, à nous créanciers, que vous, le gouvernement de Tsipras, vous restez sur les rails des politiques néolibérales. Là, je pense qu'il y a eu une erreur fondamentale de la part de la direction du gouvernement de Tsipras. Ça a été d'accepter d'entrer dans cette logique-là et de signer le 20 février 2015 un accord avec l'Eurogroupe qui disait que la Grèce, le gouvernement grec, acceptait de continuer les remboursements aux créanciers selon le calendrier prévu et de présenter à l'Eurogroupe des propositions de réforme soumises à son acceptation et qui conditionnaient la libération de certains montants financiers de la part des créanciers, des montants qui étaient prévus dans le cadre du mémorandum et qui n'avaient pas encore été remis à la Grèce. Pendant 5 mois, le gouvernement de Tsipras a négocié avec les créanciers européens sans que les créanciers européens déboursent le moindre euro, alors que le gouvernement de Tsipras, entre février et le 30 juin 2015, a remboursé 7 milliards à ses créanciers. Et a finalement été amené à ce que j'appelle la capitulation du 13 juillet 2015, à signer un nouvel accord pour un 3e mémorandum impliquant de nouvelles conditionnalités qui s'ajoutent aux précédentes, qui vont amener Syriza à renoncer à certaines mesures prises démocratiquement pendant les 6 premiers mois de l'année et à appliquer donc des doses d'austérité beaucoup plus fortes et, comme vous le savez, à garantir aux créanciers par un fonds de privatisation d'avoir une nouvelle vague radicale de privatisation pour réunir 50 milliards d'euros qui iront immédiatement au remboursement des créanciers. Il faut savoir que le fonds de privatisation, l'argent des privatisations va sur un compte bancaire bloqué par les créanciers européens, contrôlé par les créanciers européens. Et 100% des montants provenant des privatisations quittent immédiatement le pays vers les créanciers. Rien ne rentre, aucun montant des privatisations ne rentre dans le budget grec. Pendant ces mêmes 6 mois, a démarré un débat dans Syriza et dans les institutions en Grèce. Et la présidente du Parlement grec a institué une commission d'audit en me confiant la coordination scientifique de cette commission d'audit. C'était suite à un contact entre elle et moi, réalisé à la mi-février 2015, 10 jours après qu'elle ait été élue présidente du Parlement grec. Elle m'a chargé de composer une commission, et donc j'ai proposé les membres de cette commission. On a parlé tout à l'heure de Michel Husson. Michel Husson, économiste français, était membre de cette commission. Il y avait 15 étrangers provenant de 11 pays différents et 15 Grecs. Avec comme profil, nous avions des juristes internationaux, spécialistes en droit international, des juristes spécialistes en droit constitutionnel, des juristes spécialistes en droit privé, des économistes, des auditeurs de comptes, et à la fois des délégués de mouvements sociaux. Nous avons travaillé 2 mois et demi sous les auspices du Parlement grec. Et lors de notre première séance, la séance publique officielle, le 4 avril, sont venus apporter leur soutien à nos travaux le Premier ministre Tsipras, le président
de la République, les plus hauts magistrats et la majorité des membres du gouvernement grec, dont Yanis Varoufakis. Nous avons travaillé d'une manière ardue et produit un rapport qui a été rendu public les 17 et 18 juin 2015. Ce que nous avons constaté, c'est que la logique dans laquelle le gouvernement de Tsipras se laissait entraîner par les créanciers l'amenait à ne pas utiliser nos travaux. Et donc à aucun moment, si vous avez suivi la négociation, à aucun moment, Tsipras ou Varoufakis n'ont mis en question la légitimité, la légalité et le caractère odieux de la dette grecque. Ils ont à un certain moment parlé de la soutenabilité financière du remboursement de la dette. Et donc ils ne se sont pas appuyés sur nos travaux alors que nous avions officiellement une collaboration. C'est-à-dire que deux orientations étaient défendues et appliquées simultanément, l'une qui dominait parce que c'était l'orientation du chef du gouvernement, et l'autre qui était celle de la présidente du Parlement et de certains ministres du gouvernement de Tsipras qui s'opposaient aux concessions et aux mesures que Tsipras progressivement faisait. Notamment le ministre en charge des retraites bloquait toute concession aux créanciers, alors que Tsipras disait « je fais les concessions ». Le ministre de l'énergie, Panayotis Afazanis, disait « je refuse de privatiser le secteur de l'énergie », alors que Tsipras disait aux créanciers « on peut envisager la privatisation du secteur de l'énergie ». Donc on a eu, à l'intérieur du gouvernement grec et des institutions grecques, une situation de dispute, de contradiction et de tension. Et c'est finalement l'orientation du Premier ministre qui s'est appliquée et qui a donc débouché sur la capitulation de la Grèce face aux créanciers, puisque l'enjeu était pour les créanciers de démontrer à l'ensemble des peuples d'Europe qu'il n'est pas possible d'élire un gouvernement proposant de rompre avec l'austérité. Il fallait démontrer au peuple grec, mais surtout à tous les peuples d'Europe, qu'il est impossible de suivre la voie qui était initiée par le peuple grec ayant porté Syriza au gouvernement. Et effectivement, pour vous comme pour moi, et évidemment d'abord pour la population grecque, cette capitulation va avoir un impact historique. Car effectivement, il y a là une défaite de la population grecque qui peut avoir, et j'espère que l'effet sera limité, mais qui peut avoir ou aura certainement sur une série de partis qui ont gagné d'influence. Je pense ici à Gauche Unie en Slovénie, je pense évidemment à Podemos en Espagne, je pense à une série d'organisations qui effectivement ont connu des développements ces dernières années comme gauche radicale ou nouvelle gauche radicale. L'impact risque d'être qu'il n'est pas possible de se battre et de promettre la rupture avec l'austérité, car le cadre européen ne le permet pas. Et donc le risque, c'est, alors qu'il y a déjà une tendance à l'autolimitation des propositions et du programme, une plus grande autolimitation. Alors, est-ce qu'un autre scénario était possible? Il était possible et nécessaire. Je pense que le 20 février, au lieu de signer cet accord funeste par lequel la Grèce s'engageait à respecter le calendrier de paiement et à soumettre des propositions de réforme aux créanciers dans le cadre du mémorandum, du deuxième mémorandum, dont la conclusion a été reportée au 30 juin 2015,
une autre orientation aurait dû être appliquée et pouvait être appliquée, à savoir, Tsipras aurait pu dire, ça fait 3 semaines que nous négocions, vous ne nous faites pas de concessions. Nous nous sommes engagés vis-à-vis de la population grecque à rompre radicalement avec l'austérité et à trouver une solution avec vous sur la dette. Vous ne nous offrez pas de solution sur la dette, nous prenons une mesure de protection, une mesure d'autodéfense, en nous appuyant sur un règlement européen que vous avez vous-même voté. Effectivement, un règlement adopté par le Parlement européen le 21 mai 2013 contient à son article 7 le point suivant. Un État soumis à une aide financière et à un programme d'ajustement structurel réalise un audit intégral de sa dette afin d'expliquer pourquoi sa dette a atteint un niveau trop élevé et afin de déceler des irrégularités éventuelles. Tsipras aurait pu dire « J'applique ce règlement, je lance un audit et pendant la durée de l'audit, je suspends le paiement de la dette. Je ne passe pas à la répudiation immédiate de la dette. J'applique le règlement européen, je fais l'audit que Samaras n'a pas fait, mon prédécesseur comme chef de gouvernement. Moi, j'applique le règlement, et pour que j'ai le temps de l'appliquer, il me faut un certain nombre de mois, on verra le temps qu'il me faut, et pendant ce temps-là, je suspends le paiement de la dette. Au bout du processus, on verra quelle partie de la dette est illégitime, illégale, insoutenable, odieuse, et quelle est l'autre partie. Première mesure qu'il aurait fallu prendre. Si Tsipras avait suspendu le paiement, comme c'est le cas lorsque des pays comme l'Équateur ont suspendu le paiement, on change le rapport de force. Si vous êtes un débiteur et que vous continuez à rembourser votre dette, vos créanciers n'ont aucun intérêt à négocier avec vous une réduction de votre dette. A fortiori, si votre dette est élevée. Par contre, si vous suspendez le paiement, si un gouvernement, si un pays suspend le paiement, comme l'Équateur l'a fait à juste titre en 2008, comme l'Argentine l'a fait en 2001, comme l'Islande l'a fait en 2008-2009, vous obligez les créanciers à être demandeurs d'une négociation. Donc ça, c'était la première mesure à prendre. La deuxième mesure à prendre, c'était de résoudre la question bancaire en Grèce. Les banques grecques sont insolvables. Les banques grecques reçoivent de manière permanente des dizaines de milliards pour être capitalisées. Elles ont reçu jusqu'ici plus de 50 milliards d'injections de capitaux. Et elles restent en faillite virtuelle parce qu'on ne prononce pas la faillite. Il faut prononcer la faillite des banques privées grecques et créer une bad bank et socialiser le secteur bancaire pour le remettre au service de l'économie. Je sais que vous avez eu ici une restructuration bancaire, des nationalisations et un nouveau programme de privatisation qui est en cours. Je suis évidemment pour une mise en faillite des banques avec protection des déposants, ce qui est tout à fait... et perte totale pour les actionnaires privés, pour les grands actionnaires privés, avec relance du secteur bancaire et mise au service du secteur bancaire de l'économie réelle, pour de l'investissement et pour du crédit à la population et au pouvoir public pour relancer l'activité économique. Donc deuxième mesure, résoudre la crise bancaire grecque. Troisième mesure, face aux difficultés de liquidité, création d'une monnaie complémentaire à l'euro, une monnaie électronique. J'ai défendu cette proposition depuis longtemps et dans la dernière ligne droite au mois de juin, Yanis Varoufakis lui-même a repris cette proposition
et a travaillé secrètement avec quelques conseillers à essayer de préparer cela. Il était déjà fort tard et il en a été empêché finalement par Tsipras qui n'a pas voulu d'une monnaie complémentaire. Il était parfaitement possible de mettre cette monnaie complémentaire en circulation à partir de février, donc de rester dans la zone euro en créant une monnaie complémentaire pour toute une série d'opérations, y compris d'opérations consistant à augmenter les salaires et à augmenter les retraites. Avoir une monnaie complémentaire électronique via le téléphone portable. Par exemple, l'État pouvait verser un montant de 100 € aux retraités ou aux bénéficiaires d'aide publique ou aux salariés via une augmentation salariale, un crédit de 100 € qui peut être dépensé pour payer les impôts, pour payer les transports publics, pour payer la facture d'électricité, la facture d'eau, et également faire des achats dans les commerces. Bon, on pourra revenir éventuellement là-dessus dans la discussion. Cette Union européenne ne feront jamais de concessions à un pays périphérique qui continue de rembourser sa dette et qui a à sa tête un gouvernement qui cherche une autre voie que la voie de l'austérité. La leçon donc, c'est qu'il faut être prêt à des mesures de désobéissance de la part d'un gouvernement légitime à l'égard des traités et des orientations européennes. Désobéir aux traités, entrer en résistance comme gouvernement, ce qui peut aboutir à des concessions, voire à des révisions de traités, ou à une radicalisation du processus avec soutien populaire, parce que la population peut comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix que de se radicaliser. Et que si la zone euro et l'Union européenne ne permettent pas de sortir de l'austérité et de redonner la priorité à la satisfaction de l'intérêt général, il faut être prêt à sortir de cette zone euro. Il ne s'agit donc pas d'un choix délibéré au départ de dire « je veux sortir de la zone euro » ou d'accepter la menace d'un Schäuble qui dit « si vous quittez le rail de l'austérité, vous serez expulsé ». Il n'y a pas de procédure légale pour expulser un pays de la zone euro. Donc entrer en résistance et, avec la population, faire le chemin qui peut mener à la sortie de la zone euro. Et dans ce cadre-là, la question de l'audit de la dette, de la remise en cause de la légitimité, de la légalité, du caractère odieux de la dette, est un élément absolument fondamental. Merci beaucoup pour votre attention.